je suis vraiment, vraiment ravi d'être avec vous. D'abord parce que j'ai un jour vu arriver dans mon bureau Cédric, avec qui on a passé vraiment un grand moment, et ça a donné un texte dans Ripco. Et aussi parce que j'imagine que Ripco est un peu associé à cette journée, et que j'y ai eu le très grand plaisir de recevoir probablement la volée de bois vert la plus flatteuse de ma carrière, puisque le titre de l'article s'appelait Heidegger, lecteur de Hatchwell. Alors, vous savez, après, on ne lit même plus le contenu, parce que tellement on est projeté dans des lames. Bon, enfin, j'ai quand même répondu. J'ai quand même répondu. Et au fond, le message que je voudrais partager avec vous, et à l'invitation de Cédric, qui au fond est le message qui résume un peu ma carrière récente. Alors, pas les 30, mais les 20, parce qu'il y a une petite division, mais ce serait trop détaillé de vous en parler, qui est de dire, au fond, cette chose qui est née, on ne sait pas trop comment, qui s'appelle les sciences de gestion. Alors, on peut les appeler management science, on peut les appeler administrative studies. Cette chose-là, progressivement, en tout cas dans l'équipe qui est la mienne, dans le parcours collectif qui est le mien, parce que je n'ai jamais été un chercheur individuel, j'ai pratiquement tout écrit avec des collègues, et je suis un défenseur fervent du non-individualisme en recherche. C'est-à-dire, je crois, je l'ai démontré, on peut le démontrer dans des dizaines de milieux, que quand il s'est produit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait des collectifs pour le porter. Et donc, je voudrais vous dire le message suivant. Je crois que les sciences de gestion, en tout cas à partir du moment où on a commencé à se poser un certain nombre de questions, sont devenues des sciences fondamentales. Alors, qu'est-ce que je veux dire par fondamentales? Deux choses. La première, c'est qu'elles se mettent à s'attaquer à des infrastructures de la pensée qui, en gros, n'étaient pas constituées dans ce qu'on va dire l'histoire de la modernité sociale. Elles s'attaquent à ce niveau-là, à leur manière. Et le deuxième raison d'être fondamentale et plus pratico-pratique, si je puis dire, ou plutôt adaptée, c'est de dire elles sont fondamentales parce que le monde dans lequel on est devenu un monde non hegelien. Je m'expliquerai ce que je veux dire par non hegelien. Autrement dit, le monde qui avait rendu possible un certain nombre de structures de sciences sociales, et je mets l'économie évidemment dedans, n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, d'une part, d'avoir posé des questions un peu fines et un peu fondamentales à un moment donné, a rendu, en quelque sorte, l'approche sciences de gestion telle que je l'imagine et telle que je la pratique, adaptée au monde contemporain. Alors, puisqu'on est dans l'histoire de la pensée managériale, j'ai rappelé ici, vous le voyez en fond d'affiche, quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est justement l'absence de recul historique sur toutes ces questions, et notamment le problème du langage. Je discute souvent avec mon collègue Albert et avec d'autres sur le mot de management. Là, on le garde, mais d'une certaine manière, il nous prive d'une très longue tradition. Je vous ai rappelé ici la plus connue des inscriptions d'Auguste, Res Geste Divi Augusti Quibus, etc. C'est son testament, il est publié partout dans l'Empire, et il a fallu attendre 2018 pour que une coopération entre nous et des romanistes pointus mette en évidence ce qui a été quasiment le concept principal de la théorie du bon gouvernement quasiment pendant 1000 ans, et même un peu plus, y compris dans l'Église, la Bene Gesta. Et donc, au fond, c'est peut-être intéressant aussi de se dire qu'au moment où les sciences de gestion s'attaquent à une question fondamentale, elles retrouvent le phylum, un phylum que la modernité avait perdu. Voilà un petit peu la discussion que je vais essayer de donner. Pour défendre des thèses pareilles, il me faudrait des semaines, donc je vais simplement essayer de positionner un certain nombre de points. Le premier, c'est que, de notre point de vue, la réflexion est venue à partir du moment où on a posé la question de l'identité du champ. Qu'est-ce que Gesta? De quoi ça parle? Et ça s'est opposé en quelque sorte à une représentation qu'on peut appeler institutionnelle des sciences de gestion,
Mais c'est sur la question de l'identité du champ que ça se joue. Et comme souvent en science. Le deuxième élément, c'est qu'à partir du moment où vous posez la question de l'identité, vous devez développer un corpus théorique universel, c'est-à-dire abstrait. Et à ce moment-là, vous vous apercevez, si ça se passe bien, ça c'est vrai dans la plupart des grandes sciences, c'est que le régime d'abstraction que vous construisez va envelopper toute une série de tentatives dont vous retrouvez les origines. C'est assez classique, quand on fait la théorie des ensembles, on retrouve la théorie des nombres, on retrouve la théorie des rationnels, etc. etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ce qui veut simplement dire, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'abstraire beaucoup plus que ce qui avait été nécessaire. Et on va me dire, oui, ben, bravo, pourquoi pas, bravo l'artiste, vous avez abstrait. Eh bien, c'est que cette abstraction va être performative pour la recherche, parce que c'est grâce à cette abstraction-là qu'on va développer deux programmes. Le programme sur la rationalité créative, nom de code technique théorie CK, qui nous a permis de penser les collectifs créateurs. Et l'autre programme, c'est la rediscussion de quelque chose qui était totalement enfoui dans l'histoire des sciences sociales, qui est la société, la societas romaine, et évidemment la notion d'entreprise dans son rapport à la société, qui a donné, comme vous le savez, un certain nombre de choses. Voilà. Et au fond, si vous voulez, ces deux développements me semblent justifiés, en tout cas par le résultat, puisque bon, ils ont été énormément discutés. La théorie CK a discutée aujourd'hui par des philosophes, par des logiciens, etc., etc. Donc, il y a eu un impact réel sur le plan intellectuel, et pourtant, ils sont liés à cette abstraction de la période précédente, c'est-à-dire du corpus général. Alors, qu'est-ce que ça aussi pousse à faire? Je le dis très clairement, oui, à une histoire de la pensée managériale, mais d'abord à une autre histoire, à une altère histoire de l'action collective, sans les lunettes qu'ont été ceux, je dirais, de la pensée des historiens, et j'en discute moi-même avec beaucoup d'historiens. Donc, il faut reprendre, de la même façon qu'on a repris l'histoire de la Révolution française avec un certain nombre d'angles, il faut reprendre l'histoire de ce qu'on appelait industrie, trop rapidement. Il faut reprendre l'histoire de la division du travail. Il faut refaire un certain nombre, un corpus. Et je terminerai, si j'ai le temps, sur l'idée des sciences de gestion dans un cadre non hegelien. Évidemment, je ne peux être que laconique et rapide. Alors, la question numéro 1, la question de l'identité du champ. Pourquoi elle a été cruciale, cette question? J'ai retrouvé un vieux transparent, je crois que c'était à Eurham, dans un symposium, où voilà quelle était ma position, c'est le seul qui est en anglais. Ça consistait à dire, mais comment voulez-vous que les sciences de gestion existent si les seuls débats qu'on entend sont des débats de méthode? Les sciences de gestion se battent, c'est des méthodes, et en plus, quand elles se définissent comme un organigramme de 1970. Et encore, pas n'importe quel organigramme. On va avoir stratégie, parce qu'il y a des chefs, marketing, contrôle, compta, finance, point. Et alors, et R&D, c'est où? Et le laboratoire de Chevenard, avec lequel Fayol travaillait, il est où dans le modèle? Et la création technique, elle est où? Et en fait, on s'apercevait, si vous voulez, que pour moi, au fond, beaucoup des controverses de la discipline ou du champ, on appellera comme on voudra, venaient précisément du non-questionnement de l'identité. Et pour une raison que tout le monde sait, d'ailleurs, qui est restée institutionnelle. Je n'ai pas une âme de révolutionnaire, moi je ne veux pas faire bouger le CNU, mais je crois quand même que les curriculums doivent changer. C'est-à-dire on ne peut pas entrer dans une discipline qui commence par dire, voilà, il y a le DRH, il y a le marketing, etc. Moi, en tout cas, du point de vue scientifique, ça me semble difficilement acceptable, même si on le fait après. En physique, on fait des hautes énergies, on fait des fluides, etc. Mais bon, d'une certaine façon, il y a d'abord un débat sur la nature de la physique. Et cette question de l'identité, pour moi, a eu plusieurs enjeux. Le premier, auquel Cédric a eu la gentillesse de dire que j'avais fait quelques petites pauses, et du coup, ça m'a projeté dans des instances scientifiques. Allez essayer d'expliquer à un économiste que c'est que les sciences de gestion. Pour lui, c'est de l'économie appliquée. Allez essayer d'expliquer à un sociologue que c'est de la sociologie appliquée. Un anthropologue dira que c'est de l'anthropologie appliquée. Donc, en fait, il y a une espèce d'impossibilité à construire l'objet dans le cadre
déjà préconstruits. Et la réponse de type il y a compta, il y a marketing, etc., pas très convaincante. En tout cas, quand vous êtes dans une instance internationale de type National Science Foundation, il faut répondre vite. Et je crois qu'il y avait cette question d'identité n'était pas seulement que de façade, elle était profonde. Deuxième enjeu, piloter la recherche. Moi, j'ai vécu toujours dans des collectifs de recherche. Donc, la question, c'était quel est l'agenda? Quel est l'agenda? Comment on construit les questions? C'est là où vous voyez que la notion de fondamental intervient. Finalement, vous approchez du fondamental quand, dans une discipline, vous posez ces questions de fondement, c'est-à-dire quels sont mes corpus de base, avec quoi je dialogue, quel est mon phylum intellectuel. Voilà. Alors, il y a un moment, je crois qu'Albert est là parce que lui, il a été témoin, artisan de ce moment, il y a un moment où ça se cristallise et où, en gros, on va se demander s'il ne faut pas changer de paradigme. Et il faut que je rappelle, donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on est dans un paradigme classique de type paradigme éclaté. Et au fond, on était tous assez contents de dire, au fond, c'est un carrefour, c'est un archipel de disciplines. Voilà. Et ça, cette position-là, elle devenait intenable, notamment pour nous, qui commencions à voir dans notre laboratoire une première unification due à la multiplicité des terrains. Je pense qu'on peut dire que sur 30 ans, le laboratoire dans lequel je suis a quasiment étudié pratiquement toutes les institutions et les organisations ou les entreprises françaises. Du coup, on avait un matériau qui nous permettait cette première unification. Et cette première unification, elle s'est faite sur quoi? Elle s'est faite grâce, d'où l'ouvrage du mode d'existence des outils de gestion, à partir par un détour simondonien, en disant la modernité n'a pas compris une catégorie de techniques. Cette catégorie de techniques, c'est les outils de gestion, et on a essayé d'en spécifier les. Alors, c'est une époque, je dois le dire aussi, absolument bénie. Et je dis à Cédric qu'il existe aujourd'hui des archives exceptionnelles à Cerisy de toute une série de colloques qui sont l'auto-organisation, la décision, petits groupes et grands systèmes. Il y a eu une période pendant lesquelles, en quelque sorte, la réflexion s'est ouverte. Yves Livian devait y être aussi. Il a dû y participer largement. On a fait les écoles d'été de l'organisation. Il y a eu un moment social qui a permis ces rediscussions. Malgré tout ces efforts, pendant ce temps-là, le tsunami technique avançait, le tsunami scientifique avançait, et en gros, le monde changeait à toute vitesse, sans que, d'une certaine façon, ces modes de changement soient au cœur de nos analyses. D'où, si vous voulez quand même, le tournant de 2001 en disant, écoutez, non, il faut qu'on réunifie le paradigme. La première unification des instruments de gestion est très utile, mais il faut aller plus loin et il faut restaurer en quelque sorte une capacité d'analyse qui permette d'avoir une vision de l'action collective beaucoup plus large, indépendante des théories classiques. Et l'indépendance en sciences, c'est très très clair. Il faut aussi coller, que cette axiomatique colle. C'est ça qui, je ne peux pas détailler, mais c'est ça qui a donné naissance à ce que évoquait Cédric. Une théorie axiomatique de l'action collective et l'idée fondamentale de non-séparabilité, SR. Non-séparabilité, c'est les connaissances et les systèmes de relations et l'impossibilité de les séparer. Et en gros, les sciences sociales se construisent en tentant une séparation. Chacune d'entre elles essaye de tenter une séparation. Et donc, il fallait finalement réaxiomatiser ça. Je dirais, quand on fait de la physique, c'est banal. Hein, onde, corpuscule, dualité, théorème de dualité, etc. Tout ça est banal. En sciences sociales, ce n'était pas banal, tout simplement parce que les sciences sociales se construisent, encore une fois, sur des angles. Elles prennent un angle et elles ont beaucoup de mal à en sortir. Donc, dès qu'on traverse une rotation de champ, c'est très difficile. Donc, il fallait poser dès d'emblée un cadre unificateur. Voilà. Alors ça a joué à des... On s'est retrouvé, par exemple, quasiment être les... Je crois que je suis le seul à avoir organisé un colloque Foucault avec tous les Critical Management Studies qui est venu à l'école des mines, et ça donnait la publication qui est là, parce que de nouvelles alliances à ce moment-là apparaissaient, et on relisait Foucault comme étant un épistémologue de l'action collective, ce que n'avait pas été, encore une fois, le 19e siècle. Mais en même temps, ça nous donnait accès à des terrains auxquels les gens n'allaient pas, très important, le régime de création technique, les projets
d'innovation en rupture, le monde des ingénieurs, des bureaux d'études, enfin, tout ce monde qui n'était pas décrit et qui n'est absolument pas, je le dis clairement, parce que bon, on aura le débat, toute tentative de le décrire avec la langue marxiste a échoué. Duménil-Lévy, plus marxiste, c'est difficile. Ils ont tenté de faire une théorie marxiste du cadrisme. On ne peut pas tout demander une théorie. Et vous voyez que ce fondamentalisme-là nous a permis aussi de construire des programmes de recherche. C'est ça l'histoire. Donc, je voyais un parti unificateur, théorique, très abstrait, et ensuite des programmes qui naissent. Alors, je vais aller très vite là parce que je vais juste utiliser la métaphore que j'utilise avec mes étudiants pour présenter la théorie axiomatique. J'ai le plus grand respect pour mes étudiants, qui sont souvent de très grands esprits, donc aucune offense. J'utilise en fait, comme souvent en science, une expérience de pensée. Et cette expérience de pensée, c'est l'esclave médecin. Alors en plus, on a dans l'Antiquité, on a des données de base. Et pourquoi? Parce qu'elle réunit, si vous voulez, cette expérience de pensée, elle réunit la totalité, en quelque sorte, des systèmes interprétatifs des rapports humains. Et on voit très bien, l'esclave médecin, on a un antagonisme absolument majeur entre deux types. Alors, vous pouvez utiliser les différentes formules que vous voulez, de capital symbolique, de capital social contre le capital cognitif. Tout ça n'a strictement pas d'importance substantielle. Ce qui est important, c'est qu'on a bien, pour décrire ce phénomène-là, on est obligé d'employer un langage dual. Et ce langage dual, c'est un langage d'un côté de la construction du sujet connaissant et de l'autre, un langage du sujet relationnant. Vous retrouvez, ce qui est au cœur de l'épistémologie contemporaine, la dualité substance-relation. En maths, c'est ensemble-catégorie, qui nous a semblé totalement manquer. Alors, l'intérêt de cette dualité, si vous voulez, il y en a plein. D'abord, juste au passage, on enseigne au potache le principal agent en économie. Le principal agent, c'est une forme de l'esclave médecin terriblement appauvrie. Il n'y a pas de relation, il y a une extraction d'efforts. C'est moins intéressant et beaucoup moins riche. Enfin, on peut l'enseigner aussi. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que dans cette situation-là, dans laquelle on a les deux algèbres de la description de l'action collective en antagonisme, on a une situation d'indécidabilité. Du coup, on restaure dans le processus historique la question de l'indécidable. Or, si vous restaurez la question de l'indécidable, vous restaurez la générativité, vous restaurez l'invention. Et si vous restaurez l'invention, alors vous voyez l'invention gestionnaire arriver. Et Albert parlera de son musée. Et du coup, vous commencez à comprendre que vous pouvez décrire le processus historique humain comme un processus de création d'indécidables. Et l'indécidabilité peut conduire à la violence, totalement. Mais la violence ne résout l'indécidabilité que par une décidabilité très pauvre, et d'ailleurs réduite, puisqu'en général, on perd en S et en R, c'est-à-dire on dégrade le processus collectif, ou alors par une invention culturelle. Et vous pouvez réfléchir à comment on pouvait survivre dans une situation comme celle-là, l'esclave médecin, dans laquelle, au fond, il pouvait, la seule logique pure, si vous jouez stratégique, ils s'assassinent tous les deux très vite. Hein. Je vous laisse deviner pourquoi ça ne tient pas longtemps et les deux se tiennent. Voilà. Donc, cette idée très importante qu'il faut une théorie axiomatique dans laquelle les régimes cognitifs et les régimes de relations, qui sont les deux lectures de base des rapports humains. Alors, cognitif contient les émotions, hein, pour qu'on me pose. Il contient les émotions, il contient les perceptions. Donc, ceci n'est pas, S n'est pas la science. C'est les régimes cognitifs. La manière de construire les relations et les régimes cognitifs, déclarer leur non-séparabilité, ça veut dire que, d'une certaine façon, on va avoir une critique, des prédictions possibles, et on va avoir une théorie de l'erreur. Voilà. C'est ça que ça a produit. Alors, pour ceux que ça intéresse, on a écrit beaucoup, et les principales prédictions intéressantes que ça peut faire, c'est par exemple dans un régime de transformation technique très rapide, si vous voulez, inévitablement, on a un régime de régénération des relations. Et réciproquement, on a un régime de régénération des relations, il se passe quelque chose sur le plan des techniques. On ne peut pas avoir stabilité des techniques et stabilité des relations, on ne peut pas avoir stabilité des relations et stabilité des techniques. Du coup, la science sociale ne peut plus
prétendre à l'autonomie. Il ne peut pas y avoir d'autonomie de la science sociale. Donc, il y a un couplage entre les régimes de connaissances et la technique et les sciences sociales. Donc, comment peut-on avoir une division, si vous voulez, aussi nette en disant j'ai les sciences sociales et les sciences de la physique de l'autre côté, c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Donc, on doit s'atteler à décrire ces deux régimes simultanément. Je dis très souvent que si vous voulez comprendre les maths, la preuve en maths, c'est un accord social. Il n'y a pas d'outzer, il n'y a pas de possibilité de montre. Alors, je pourrais aller plus loin et vous montrer, par exemple, quels sont les effets de ce type d'analyse. Nous avons, par exemple, enseigné la rationalité comme si elle pouvait être indépendante de la responsabilité. On enseigne la responsabilité comme si elle pouvait être indépendante de la rationalité. Voilà. Une théorie, c'est fait pour construire un appareil critique. Ça ne dit pas que les autres théories sont fausses, mais ça peut montrer les conditions de limites et de possibilités existantes. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler tout ça parce que le temps passe. Pourquoi ce corpus théorique nous a aidés à lancer deux grands programmes de recherche? Le premier surprend tout le monde. Le premier, c'est-à-dire les sciences sociales se sont trouvées très dépendantes d'un type de rationalité. Ce type de rationalité, c'est la rationalité décisionnelle, bayésienne ou pas, probabiliste ou pas, ça n'a pas d'importance, c'est la rationalité décisionnelle. Et on a construit, en quelque sorte, les sciences sociales sur un régime de rationalité, par exemple, déjà n'était pas le régime de rationalité artistique, mais qui était un régime de rationalité qui niait l'inconnu, niait l'indécidabilité, niait l'inconnu, niait la création. Le rôle du chercheur, c'est de dire, restaurons un régime de rationalité qui soit conforme à ses propriétés. Est-ce que c'était le rôle des chercheurs en gestion? Oui, puisque ce que nous voyions de très près, c'était à partir des années 80-90, des collectifs qui vivaient des dissensus, des complexités, mais que ce soit un parti politique d'ailleurs, ou un hôpital, ou une entreprise, qui vivaient des régimes, si vous voulez, de fonctionnement terriblement difficiles. Perte de sens, intensification, enfin, les gens qui observent ça de très près le diraient mieux que moi. Sauf que ce que nous pouvions apporter, c'est de dire, d'abord, on ne s'était pas rendu compte de ce que c'est, on n'avait pas décrit cette rationalité créative. Et du coup, vous voyez que premier volet, développement d'une théorie de la rationalité qui va immédiatement amener à s'interroger, respect du principe SR, si j'ai des rationalités créatives, il faut que j'ai des relations correspondantes. Et c'est ça tout un travail qu'on a conduit. Et vous voyez un peu les deux livres. Le livre rouge, c'est l'exploration de la rationalité créative dans ses dimensions scientifiques pures, c'est-à-dire quels sont les fondements logiques. Et le livre bleu, c'était quels sont les effets que ça a en management, c'est-à-dire dans la construction des collectifs. Et évidemment, les deux livres vont de pair. Vous pouvez voir aussi dans toute une série d'articles comment progressivement on est passé de cette rationalité nouvelle à des formes de collectifs inattendues. Et on vient d'avoir le prix du meilleur article en management. Je le signale parce que c'est pas moi, c'est Pascal Lemasson, Benoît Veil et Benjamin Cabal. Sur quoi? Sur un autogouvernement, une expérience d'autogouvernement des bourses CIFRE, des experts, des scientifiques, AST Microelectronics, que nous avons accompagné. Précisément parce que dans le régime aujourd'hui de l'industrie, l'identité des objets est tellement instable que si on ne construit pas des régimes de socialisation des experts, eh bien les experts sont défaits. Et donc on a travaillé à ça. Vous voyez le lien entre rationalité créative et nouvelles formes de collectif. Alors, je vous ai mis ici la lettre du CNRS qui dit finalement, qui relie la théorie de la conception à métabolisme de nouveaux collectifs. Donc, vous voyez que notre programme était bien celui-là. Il nous faut des théories de l'action collective qui collent avec le réel le plus fin que l'on puisse observer, donc avec les objets que l'on observe, donc avec les rapports que l'on observe, et il faut relier les deux. Voilà, alors ça a eu, à dire, beaucoup de succès, puisque aujourd'hui, cette rationalité créative, elle est enseignée à l'école. Et ce qui est très intéressant à l'école petite, c'est mes amis de l'équipe d'Olivier Houdet qui ont travaillé beaucoup, qui sont en train d'en expérimenter. Pourquoi? Parce que
Si vous comparez au brainstorming, par exemple, vous verrez que le brainstorming, c'est une espèce de socialisation libre. C'est un peu la mythologie du groupe collectif qui, en quelque sorte, découvre à lui-même son propre sens. Et en travaillant sur la théorie CK, c'est le groupe collectif qui travaille sur ses propres fondements. Et on voit des enfants dire comment on va réfléchir. Non pas dans une espèce de mouvement qui finit par une série de post-it, mais comment on va réfléchir, comment on va structurer ensemble les bases de connaissances, c'est le langue de la théorie, et travailler là-dessus. Donc, il y a un film sur YouTube que vous pourrez regarder. Deuxième programme associé, vous le connaissez peut-être plus que celui-là, c'est le programme sur la refondation de l'entreprise. Il est venu aussi d'un beaucoup de travail historien sur la rupture de ce qu'on appelait la rupture de l'entreprise moderne, et ça fait partie, si vous voulez, de la nouvelle analyse. Il faut reprendre 1860-1890. Voilà. Les observateurs de cette époque-là ne savaient pas beaucoup de choses. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les laboratoires allemands, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se développer. Aujourd'hui, on peut réanalyser complètement pourquoi l'Allemagne va devenir la première puissance de la chimie et de la mécanique au monde, pourquoi elle développe des formes de recherche inattendues, pourquoi l'Allemagne, qui est un contremaître au début du 19e, est la première puissance industrielle à la fin. Et dans cette affaire-là, encore une fois, des concepts aussi flous qu'industrie, etc., doivent être complètement revisités. Et tout ça nous a amené à dire il s'est passé une rupture qui n'a pas été assez analysée, c'est ce qu'on appelait l'entreprise moderne. Or, tous les appareils de droit, tous les appareils destructeurs ne la décrivent pas. Et ils ne la décrivent pas à quel moment? Au moment précisément où on a besoin de la nouvelle modernité. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle modernité? Tout le monde le sait, les responsabilités sociales, environnementales et de tous autres. Et ce travail, là, je laisse les politistes analyser les jeux de pouvoir et les jeux qui ont pu faire qu'un certain nombre de thèses que nous avions développées vont, alors pas tout seul, là encore des collectifs, le Collège des Bernardins, l'équipe de Mines ParisTech, l'équipe d'Olivier Favreau, vont faire passer l'idée que le corpus du droit des sociétés était un corpus qui n'était plus adapté. Et au tout début de ça, mais il y a un mouvement réel, l'Europe s'en empare. Et ce qui me paraît assez intéressant, sur le plan théorique, c'est de dire ces idées-là sont venues précisément des sciences de gestion telles qu'on les analyse. Autrement dit, ce n'est pas venu ni de l'économie classique, ni de l'économie marxiste, ni de la sociologie critique ou pas, c'est venu d'une autre manière de poser les questions, et on peut en discuter parce que qu'est-ce que ça amène? Une redéfinition de l'entreprise. L'entreprise, c'est le grand oublié de l'histoire. Deuxième élément, c'est pour les chercheurs en gestion, la distinction management-gouvernance qui les a beaucoup est à rediscuter. Et aujourd'hui, des nouveaux rapports entre entreprises et sociétés sont peut-être, le droit le pose, sont peut-être en gestion. Ces deux programmes, et je m'achemine vers ma conclusion, d'abord une nécessité. Une nécessité, je l'ai déjà dit, et je l'ai dit tout au long, nous sommes dépendants d'une histoire faite avec des lunettes qui ont été les lunettes théoriques, et c'est normal. Mais on n'a pas, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on a raconté le 18e et le 19e siècle. En plus, ce sont des histoires nationales. Moi, je fais un cours d'histoire industrielle plus universelle. On a raconté des histoires nationales. L'histoire du taylorisme est une catastrophe scientifique, catastrophe. On passe sous silence que la plupart des grands intellectuels socialistes ont fait l'éloge du taylorisme. Brandeis, des plus grands juges à la Cour suprême, a été un des défenseurs. Mais pour une raison, encore une fois, c'est qu'il faut remettre tout ça dans le processus historique et ne pas raconter l'histoire à partir de l'angle qui était l'angle initial. Donc, je suis donc pour un pluralisme de l'analyse historique, ce qui veut dire du boulot, hein, parce qu'il y a toute une série de phénomènes qui n'ont pas été regardés. Alors, évidemment, j'ai un exemple à fournir aux chercheurs. J'en ai plusieurs, parce que je me suis intéressé aux compteurs d'eau, par exemple. Peut-être le plus violent, le plus fort, c'est
d'aller titiller des historiens pour leur dire « je ne comprends pas pourquoi vous avez traduit Geste par les hauts faits, the deeds », et de découvrir que finalement, l'inventeur d'une catégorie tout à fait originale qui est Rem Guerrere, la fameuse Guerrere, c'est Cicéron. Les restes peuvent le regarder, que ça correspond exactement à la fin de la République, que c'est le départage entre une théorie populaire, populares et optimates, et que Cicéron a besoin d'inventer une nouvelle catégorie du politique. Et c'est ça qui va donner la bene gesta res publicae, la bonne gestion de la chose publique. Et j'insiste beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup des communs, donc des res publica ou des res communa. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais admettons. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que c'est la bene gesta? Et notamment, j'aime beaucoup Ostrom, mais pour un chercheur en gestion, il est très facile de montrer que les règles qu'elle a étudiées sont extrêmement locales. Extrêmement locales. En fait, nous, on est en train de développer, par exemple, sur la question écologique, des règles différentes. Donc, on voit bien que la question de la bene gesta a été oubliée. On a pensé que si on avait une théorie sociale, alors la bene gesta s'en déduisait. Or, c'est exactement l'inverse. C'est une théorie de la bene gesta nous donne la définition de ce qu'est la res publica. C'est ça que fait Cicéron. Pourquoi? Parce que la res publicae, elle naît précisément d'une double défense. La défense de la rationalité, c'est-à-dire de la sagesse, de la cognition, et la défense des valeurs communes républicaines. Pour eux, c'est les valeurs de l'idéal romain. Ce n'est plus les nôtres. Et c'est parce que la gesta est construite comme ça qu'on peut voir net cette res publicae. Voilà, donc, exemple de travail historien. Et puis, l'Église, gesta episcoporum, gesta abbatium, des siècles de manière de décrire l'action collective. On a travaillé avec Michel Sau, il est venu à l'école des mines, et on a essayé comment a-t-on pu aussi ne pas garder cet héritage et se demander à la fois et comment on s'en distancie. Or, je signale, c'est un travail qui a été fait par un chartiste, qui a écrit un très joli livre qui s'appelle une des premières formes d'étude de la démocratie, c'est les monastères, c'est la regula monastérienne. Voilà. Alors, deuxième chose, et je vais venir à Hegel, j'ai encore 5 minutes. On raccourcira, et on s'arrangera. Allez-y, allez-y. Je vais venir à Hegel. Lorsqu'on raconte l'histoire de la modernité, il y a 2 histoires, mais on ne les raconte pas ensemble. Alors, ça dépend des auteurs. On peut dire qu'il y a une histoire classique, tous les théoriciens du libéralisme, individualiste, que j'ajoute économiciste, c'est très important. C'est presque un mystère pour moi que, par exemple, Marx soit resté économiste. Je pense qu'il aurait dû clairement abandonner la catégorie. Il aurait dû dire non, non, il n'y a pas de substance scientifique au phénomène, puisque je veux m'en libérer. Mais bon, question ouverte. Deuxième élément, si vous voulez, c'est que quand on regarde les Lumières libérales, elles doivent se construire par disparition de la Bene Gesta. La Bene Gesta doit disparaître. Et ça peut vous expliquer aussi l'éclipse de Cicéron qui va arriver à la fin de la modernité. Mais en même temps, il y a les Lumières scientifiques. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit des collèges. Là, on voit des formes d'organisation. On voit des hiérarchies qui se reconstituent. Et étonnamment, on a et des normes. D'un côté, on a une espèce de vision libérale de la modernité qui a l'air d'être sans normes, et de l'autre côté, on voit une construction d'un système normatif extrêmement fort et qui va diffuser, qui est tout le système académique, les lumières scientifiques, etc. etc. Et là, à nouveau, je pense que ça fait partie du travail de la recherche d'expliciter, ça commence à être fait dans certains historiens anglais. Pourquoi, d'un côté, par exemple, on va avoir les Littenfield Societies en Angleterre, qui sont des régimes normatifs de construction des nouveaux milieux scientifiques, dans un cadre libéral. Autrement dit, des communs scientifiques apparaissent dans le cadre libéral. Autre exemple aussi, alors Hegel. Pourquoi Hegel est si important?
Pas du tout, ni pour la dialectique, ni pour la philosophie, la phénoménologie. De toute façon, ça, lire, sauf pour les intellos. Donc, quel est le livre le plus édité de Hegel? Quel est le livre le plus lu? C'est un texte petit, court, très polémique, qui s'appelle Principe de la philosophie du droit, ou Droit naturel et sciences de l'État. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous décrit, en gros, le cadre dans lequel désormais, pas seulement la société va fonctionner, mais les sciences sociales. Mais les sciences sociales. C'est ça qui est très important. Le lien entre structuration de la société et structuration des connaissances. Je vous ai mis un petit schéma ici qui résume très vite. Que nous dit Hegel? Il nous dit l'État. Alors, vous savez, Hegel veut faire un mélange. Il ne veut pas le régime anglais et il ne veut pas le régime français. Donc, il invente et il trouve ce compromis très intéressant qui consiste à dire il y a au-dessus des États, c'est la violence. Voilà. Il n'y a pas d'histoire, c'est l'histoire mondiale, il n'y a pas d'histoire au-dessus des États. C'est important parce que nous ne sommes plus dans ce monde-là. Deuxièmement, l'État, c'est quoi? C'est l'éthique générale. L'éthique générale. Ce n'est pas le règlement, si vous voulez, de la logistique locale ou faire passer des réseaux. Non. L'État, c'est ce qui contrôle l'éthique générale. Pourquoi il faut qu'il y ait un contrôleur de l'éthique générale? C'est parce que les éthiques individuelles ne peuvent pas dépendre de la société civile. Alors, qu'est-ce que c'est que la société civile? C'est le système des besoins. C'est le système des besoins. Il garde les corporations, il en fait une petite place, je vous ai mis, pour ceux qui auront les feuilles, les pages exactes où il en parle, sans leur donner beaucoup d'importance. Mais ce qui est extrêmement clair pour moi, c'est qu'il définit, en gros, la distribution des sciences. Sciences de la société civile, l'économie, c'est elle. C'est elle qui décrit le système des besoins. Sciences de l'État, mystère, le titre du bouquin, c'est Sciences de l'État, ce serait une science de l'éthique générale et la théorie politique comme théorie de l'éthique générale. La sociologie, société civile. Sociologie de l'État, ça intéresse modérément. Or, et je vous rappelle encore ce niveau international qui lui est dédié à la violence, ou en gros à une négociation de marchands de tapis. Eh bien, vous voyez bien que dans ce modèle-là, nous n'y sommes plus. Et si nous n'y sommes plus, alors le mode d'organisation des sciences sociales lui-même est devenu adapté. Évidemment, et j'y viens. Si on a pu construire un modèle de la rationalité créative en liaison avec des collectifs régénérateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait trop longtemps, mais on le sait, sauf qu'on n'en est pas. On n'en a pas fait la théorie, au sens. Ça fait très longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette notion de besoin? Est-ce qu'on a besoin des smartphones? Bien sûr que non, personne n'a besoin. Donc, en fait, on n'a pas décrit ce que c'était que la société civile. Qu'est-ce que c'est que la société civile? Mais ça comporte la science, ça comporte la recherche. Et donc, en fait, on n'a pas décrit des régimes génératifs sociaux d'une très, très grande puissance qui ont commencé à la fin, au milieu du 19e, et atteignent en quelque sorte leur apogée après les guerres mondiales, maintenant. C'est maintenant qu'on voit l'effet. Et donc, du coup, la théorie de l'État, dans un système de la société civile qui est un système de l'innovation intensive. La théorie de l'État, il faut la revoir. En plus, les corporations, elles ont disparu, mais de nouveaux collectifs sont nés. Pas seulement les entreprises, mais aujourd'hui, on a les plateformes. Donc, d'une certaine manière, ce que nous disait la théorie axiomatique, c'est-à-dire l'action collective, c'est la compréhension du couplage entre des régimes de connaissances, d'invention et des régimes de régénération des relations, je dirais qu'on est à l'époque maximale. Comme diraient les physiciens, quand tu es dans les hautes énergies, tu as besoin d'une théorie de la physique des hautes énergies. Or, cette théorie de la physique des hautes énergies, c'est donc cette théorie capable, si vous voulez, de analyser tous ces processus de réinvention et de préférence,
de les rendre souhaitables, c'est-à-dire de les relier à une éthique générale, eh bien je crois que c'est aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, la tâche de ces nouvelles sciences de gestion. C'est-à-dire repenser les couplages SR. Vous voyez ici le nouveau schéma post-hegelien. Le centre a explosé, le centre déforme l'État, mais pas seulement l'État, parce que le centre est sorti, les entreprises sont sorties des États, elles font un topos civilisationnel mondial, les cultures ont été complètement créolisées, hybridées, et c'est dans ce monde-là qu'il nous faut penser les régimes d'action. Voilà. Alors, donc, fin du système des besoins, les entreprises plus puissantes que la plupart des États, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à réinventer les rapports. On ne peut plus dire il y a des lieux de l'éthique générale et des lieux qui ne sont que des besoins. Cette division-là me semble intenable. Et de toute façon, est-ce que, comment se projeter? Je me permets de faire la pub d'un ouvrage qui certainement ne sera pas un best-seller, c'est Entreprise, responsabilité et civilisation, qui est un colloque de Cerisy que nous avons consacré à ces sujets. Et donc, voilà, où on se pose la question de si on est dans cet état-là, quelles sont les disciplines capables d'inventer les régimes, je dirais, pacificateurs, régulateurs, régénérateurs de demain. Que l'aventure de mon groupe nous laisse penser que cette théorie-là est adaptée, bon, c'est naturel. Qu'elle soit la seule, ça, ce serait absolument fou. Donc, je voulais simplement ici témoigner de ce que, en sciences de gestion, il s'est passé une espèce de révolution plasmatique dans laquelle on a reconstitué des théories de l'action collective et qu'elles se sont trouvées être efficaces dans ce monde non hegelien dans lequel on est. Pas plus. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Alors, et je vois, donc, je suis désolé, je pouvais aussi paraître un peu distrait, mais j'essaye d'être en contact avec Luc Marco qui n'arrive pas à se connecter sur son ordinateur. Donc, au pire, je parlerai un peu de ce dont il voulait parler. J'espère qu'il va pouvoir résoudre ce problème. Donc, voilà. Donc, merci vraiment à vous d'être donc revenu sur votre parcours de recherche. Et là encore, ça montre pour moi l'intérêt d'une réflexion comme qu'on peut, enfin, qui est évidemment philosophique, que vous qualifiez de fondamentaliste, et dans lequel, évidemment, je pense qu'il y a toute la place pour une réflexion historique, pour bien comprendre, effectivement, les... Permettez-moi d'ajouter, ce n'est pas une place, c'est une nécessité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire... notre labo est devenu un laboratoire d'histoire. Effectivement, oui, avec les travaux sur... Le bureau d'études, c'est nous qui avons relancé les travaux sur les bureaux d'études, le tournant néo-fagolien, l'analyse des labos, l'histoire des écoles d'ingénieurs. Effectivement, et là encore, j'incite évidemment tout le monde à vous, effectivement, à relire tous ces travaux parus donc, dans Entreprise et Histoire, entre autres. Donc voilà, donc effectivement, y aurait-il des questions par rapport à l'intervention qui vient d'avoir lieu? Ou est-ce que tout a été clair, tout le monde connaissait déjà parfaitement cette chose-là? Ah oui, alors il y a Sophie Agulon qui veut parler. Vas-y Sophie, si tu as une... Bonjour, merci de votre intervention. Je rejoins d'autant plus finalement vos constats sur le fait qu'on ne peut plus se contenter d'un monde hegelien. Ce qui m'intéresse à titre personnel en ce moment, j'en avais parlé un petit peu avec Cédric, c'est l'histoire de la concurrence au 19e, 20e siècle aux États-Unis, notamment avec l'émergence des antitrust laws en général. Et effectivement, avec un collègue historien de la pensée économique, nous sommes en train de déterrer un certain nombre de fonds d'archives sur cette question-là. Et on constate par exemple que Woodrow Wilson
qui a la particularité d'être, je crois, le seul président avec un doctorat ou qui a été professeur des universités. Après, il y a eu Barack Obama, mais enfin, pendant longtemps, il a été le seul, je crois. A été d'abord un théoricien du management public, avant que le management actuel que nous connaissions apparaisse, finalement. Il a été, après, quelque part, très influencé par Brandeis dans sa façon d'appréhender les lois antitrust. Et ce qu'on sait un peu moins, en revanche, c'est que lorsqu'il a essayé de faire passer le Clayton Act, alors qu'il avait réussi à transformer le système monétaire américain, transformer l'import-export et les droits de douane, il s'est heurté en fait à un violent débat public dans lequel finalement auquel il a dû prendre part en tant que président. C'était un peu une première de ce côté-là. Et c'est là qu'est née beaucoup plus l'idée de remedy, l'idée finalement d'observation des effets avant de condamner une pratique. Mais finalement, on rejoint une vision beaucoup plus dynamique des marchés qu'une simple condamnation d'une liste de pratiques. Donc, je crois vraiment, effectivement, que ce dont vous nous, finalement, cette question à laquelle vous nous sensibilisez aujourd'hui explique certainement un certain nombre de débats que nous avions eu peut-être au 19e, 20e siècle pour fonder finalement l'ordre mondial de manière générale. Et voilà, je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup d'écho à faire sur les débats qu'on connaît moins ou qu'on a oubliés, et pour repenser des choses comme les dynamiques concurrentielles, la gestion des plateformes aujourd'hui et les auditions des GAFAM au Congrès américain, etc. Merci. Merci à vous, parce que on a vraiment besoin d'un énorme effort de travail historien, et en tout cas, juste, vous avez évoqué la question des marchés. Je n'en ai pas parlé là, mais je n'ai parlé que de mes 20 dernières années. Pendant les 20 premières années, je me suis intéressé au marché. J'ai même fait un colloque de Cerisy qui s'appelle « L'activité marchande sans le marché ». Puisque, dont acte, par exemple, l'édit du commerce, notre grand Savary national, n'a pas du tout besoin ni d'équilibre, ni de marché. Il n'en a pas besoin. Et pourtant, c'est lui qui va normer l'édit du commerce. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'une histoire. Et même, je préférerais presque, pardonner le tic langagier, mais je crois qu'il est intéressant sur le plan scientifique. Plutôt qu'une histoire des marchés, une histoire des rapports marchés. Et comme dirait Michel Calon, par exemple, de leur équipement, c'est-à-dire Et j'avais écrit un papier dont on me dit qu'il a été prémonitoire. Vous croyez bien que j'avais aucune intention prémonitoire du tout. C'est qui s'appelait « Les marchés imprescripteurs ». Et évidemment, quand est arrivé le web, la prescription est devenue générale, c'est-à-dire que le rapport isolé vendeur-acheteur de la théorie a volé en éclats. Alors, j'ai écouté ce matin que les influenceurs sont extrêmement puissants. Mais tout ça, me semble-t-il, nous ramène à une science sociale. Je le disais à Roland, qui est un vieux complice, en physique, vous savez qu'il y a des phénomènes infrastructurels. Ce qui se passe à l'échelle nano change les lois macro. Vous voyez. Et vous ne comprenez les effets macro qu'à partir de ce qu'on appelle l'ab initio. Et je crois que ce point-là est presque une éloge de l'histoire, parce que les historiens vont toujours chercher les moments nano, ils vont toujours chercher ces petites scènes, et je ne peux que vous encourager. En tout cas, mon laboratoire sera toujours attentif et à l'écoute de ce type de travaux. Même si les thèses d'histoire sont difficiles pour les gestionnaires. 4 heures avec une attente, un entracte. Effectivement, c'était un corpus de lettres vraiment de particuliers qui écrivaient au président pour se plaindre ou pour le féliciter, qui nous a pour le plaisir de la discussion. Brandeis, comment Brandeis devrait être enseigné en fac de gestion. Bien sûr. Mais c'est Brandeis qui invente Scientific Management. Vous le savez peut-être, c'est lui. Hathaway le souffle. Il veut bloquer la tarification. Il veut résister aux compagnies de chemin de fer dans l'Interstate du New Jersey. Et il a une commission, l'Interstate Commission for Tariffs, etc.
Et les gens, comme tous les mois d'août, les compagnies de chemin de fer disent, voilà, les prix ont augmenté, vous augmentez les tarifs. Et il répond non. Pourquoi? Oui. Parce que la science, management science, me dit qu'il n'y a pas de lien entre les inputs et les outputs. C'est formidable. C'est Hathaway qui lui souffle ça à l'oreille et il va bloquer le tarif qu'ils ont. Mais c'est vrai, en management science. Quel rapport vous voulez qu'il y ait entre des inputs et des outputs? Regardez votre ordinateur. Les prix des matières premières ont flambé, votre ordinateur, il vaut 500 €. Le rapport entre les inputs et les outputs, c'est précisément l'énigme de l'action collective. Oui, ce n'est pas juste qu'il y a des facteurs travail, etc. Et à nouveau, l'alliance avec les historiens, moi, elle me ravit. Merci. Merci beaucoup à vous. Une autre question peut-être? Non, c'est bon. Très bien. Donc, encore une fois, je suis vraiment désolé pour le professeur Luc Marcault qui n'arrive pas à se connecter. Il me dit que c'est le Moyen-Âge de l'informatique. Donc, je lui ai dit d'enlever les cartes perforées. Mais bon, je ne sais pas s'il a ce type merci à tout le monde d'ordinateur. Merci encore une fois, oui, beaucoup à vous pour votre présentation et le soutien que vous apportez aussi à cette journée. Donc, je vais effectivement juste